a qui me l'ont dit, de dire des moments en fait je suis pas trop à l'aise parce que je sais pas trop ce que je peux dire devant toi ou pas. Les collaborateurs ont cette perception des RH, parfois distant. C'est un des premiers adjectifs qui vient pour qualifier la fonction RH. Du coup elle s'est mise à pleurer, moi j'ai eu une larme et il y avait avec moi mon office manager qui après l'entretien elle m'a dit tu devrais pas, tu peux pas montrer une émotion comme ça. On se sent seul, c'est quoi les relais qu'on va chercher? Tu vas chercher des relais où? Il n'y a pas beaucoup de choses où les RH peuvent agir seuls et il n'y a quasiment rien que les managers ne devraient faire seuls. C'est aussi une ambition qu'on a dans le podcast de parler à ces RH qui parfois se disent ouais, moi je peux pas le faire, c'est pas pour moi. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pieds sur le Bureau. Je suis Paul Barat et chaque mois je reçois des experts des ressources humaines pour décrypter les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui justement, je reçois Pierre Monclos, DRH de YouKnow et co-auteur du livre « Quand les startups, scale-up et licornes réinventent les RH ». Ensemble, on va parler d'un sujet qui vous parlera certainement, la solitude des RH. Quelle perception des RH en entreprise? Quel relais trouver quand on est RH? Et surtout, comment construire une relation forte avec vos managers? Les RH, seuls au monde, on en parle sans tabou avec Pierre. Bonne écoute. Bienvenue Pierre, je suis ravi de t'accueillir. Merci Paul pour l'invitation. On hésitait avec l'équipe à faire un petit effet en rajoutant la musique de Corneille, Seul au monde. Je sais pas si ça te parle. Ouais. Ça évoque de vieux souvenirs, mais ouais, très bien. Tu vas l'avoir en tête pendant tout l'épisode. Ouais, ça me va. En tout cas, Pierre, encore une fois, je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast. Nouvelle saison pour Les Pieds sur le Bureau et puis nouvelle version filmée, comme tu as pu le constater. Je suis très content qu'on fasse cet épisode ensemble. Nouvelle saison. Mais on garde un concept fort de de l'historique des Pieds sur le Bureau. C'est le CV en moins d'une minute. Nous, on ne demande pas le CV en moins d'une seule page, mais on part sur le CV en moins d'une minute. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Attention, je vais chronométrer. Ok, je vois. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc moi, je m'appelle Pierre Monclos. Moi, j'ai 3 vies professionnelles. La première, j'ai bossé dans un organisme de formation. Je suis arrivé là un peu par hasard. Et j'ai bossé avec des DRH et des magistrats sur toutes les évolutions RH, réglementaires ou non. J'ai adoré ça, mais je ne pratiquais pas le métier de RH. Et il y a 10 ans, j'ai rejoint YouKnow, qui est une boîte qui fait de la formation en ligne, pour monter une partie business. Mais dès qu'on a eu les premiers salariés, j'ai pu devenir à mon tour RH. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et là, je suis encore chez YouKnow, mais à temps partiel maintenant, puisque les partages dont on va parler notamment, je me suis pris de passion pour partager tout ce que j'ai appris. Donc, je suis devenu conférencier, speaker et auteur en RH. Super. 41 secondes. Bravo, Pierre. Tu es tout à fait dans les temps. C'est parfait. On va pouvoir attaquer. C'est parti. Pierre, j'avais peut-être une question toute simple pour commencer. Avec qui tu prends ton café au bureau ? Alors, ça dépend des périodes. Dans les périodes où tout va bien, avec n'importe qui au bureau, sans souci. Et souvent, d'ailleurs, on ne parle pas RH et ça me va très bien. Et c'est quand ça se complique. Mais quand il y a des moments où c'est un peu plus difficile pour des raisons économiques, parce qu'il y a une tension, il y a un conflit, il y a des trucs qui arrivent dans toutes les boîtes. Là, pour trouver des gens avec qui partager le café, ça laisse place à plein d'a priori. Et il y en a qui... Je le comprends, se disent c'est pas le moment où je vais prendre un café avec le DRH parce que peut-être qu'il sait des choses qui vont pas me faire plaisir, qui va annoncer à la boîte dans pas longtemps, ou on a besoin d'échanger entre nous et on sait pas ce qu'on peut dire devant les RH. Et ça, en plus, moi, je m'y attendais pas parce que chez YouKnow, on a eu la chance d'avoir une culture de la transparence radicale. Ouais. Donc, en fait, les sujets sont déjà connus de la plupart de tous les salariés. Et on sait qu'il n'y a pas de jugement. Enfin, moi, je ne vais pas tenir compte parce que quelqu'un a une pensée différente de la mienne sur notre stratégie RH. Ça ne va pas nuire à sa carrière ou quoi que ce soit. C'est normal. Heureusement qu'on a des désaccords. Mais les habitudes ont la vie dure. Et je l'ai vu, et il y en a qui me l'ont dit, de dire des moments en fait je suis pas trop à l'aise parce que je sais pas trop ce que je peux dire devant toi ou pas. On imagine que derrière il y a des process de décision, même dans une petite boîte comme YouKnow, tu vois, on est une quarantaine de personnes, et donc ça c'est dur, parce que des fois tu te retrouves tout seul, et même avec les managers, des fois les managers dans les temps durs, ils passent du temps avec leurs équipes et tout, et sauf quand tu as une grosse équipe RH. Mais bon, on se parle qu'entre soi, ça c'est dommage. Des fois, tu vas prendre ton café tout seul et je pense qu'il faut l'accepter parce que je comprends pourquoi il y a des moments où on veut discuter sans un manager, sans un RH ou autre. Ouais. Mais il y a une étude qui montre justement que les collaborateurs ont cette perception
des RH, parfois distants. C'est un des premiers adjectifs qui vient pour qualifier la fonction RH. Comment tu l'expliques ? Eh ben, je l'explique parce que les boîtes ont pas bien géré ça depuis des dizaines d'années, et notamment en France. C'est pas qu'un problème français, mais je pense que le droit du travail a aidé à ça. Les cultures à la base en RH, c'est plutôt de l'opacité et de la rigidité. C'est-à-dire que ce qu'on fait en RH, c'est tellement sensible qu'on ne va pas dire aux salariés on ne sait pas qui prend quelle décision, pour quelle raison, qui concerne quel collaborateur. Et donc, ça a créé ce sentiment de distance. Les RH sont dans la tour d'ivoire. Et un paradoxe qui est incroyable, que j'ai vu un peu au début du Uno, je pense qu'on a réussi à sortir de ça, mais au début, je me suis dit, mince, on est en train de le reproduire, où tu as les managers qui disent, les RH, ils ne comprennent pas la réalité terrain, ils sont trop loin du business, et les salariés qui disent, ah, mais les RH, ils sont côté manager, côté direction. Ouais, il y a 75% par tout le monde, quoi. Ouais, il y a 75% des collaborateurs, je crois, à peu près, qui considèrent... Enfin, c'est une étude qui remonte un peu, mais qui considèrent que les RH sont plus proches de la direction. Ouais, les mauvaises habitudes font que les RH l'ont cherché. En vrai, Ouais. faut se le dire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire autrement. Et c'est en fait plus une question de perception. Je crois qu'il y a une étude de Welcome to the Jungle qui montrait que 64% des travailleurs trouvent que les ressources humaines manquent d'humanisme. Alors que c'est probablement pour ça que tu travailles dans les ressources humaines et que tu as envie d'apporter quelque chose à l'humain, quoi. Ah, sûrement. Ou alors tu tiens pas 2 ans parce que sinon, si tu n'as pas cet engagement-là, dans les moments pas faciles, c'est trop dur. Donc, ou tu peux pas être un bon RH si tu n'as pas cet engagement. Mais avec les process, avec parfois le droit du travail qui t'empêche de dire à l'équipe des trucs parce que d'abord, il faut informer les représentants du personnel ou il faut respecter quelques procédures. Je pense qu'il y a beaucoup de RH qui se sont enfermés là-dedans. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette perception parce que les process, parfois la distance ou le digital, peuvent effacer l'humain ou créer une fausse idée que les RH devraient mettre un masque pour pas montrer leurs émotions. Et tu vois, j'ai une anecdote, moi, un de mes premiers entretiens où il y a quelqu'un qui partait, c'était un licenciement, où j'étais totalement en phase avec la personne. Ça faisait un moment qu'on voyait qu'il y avait des problèmes de performance, on lui en avait parlé, sûrement pas assez, mais on en avait parlé. Et pendant l'entretien, c'est là qu'elle a vraiment compris qu'elle partait. Enfin, au début, elle n'y croyait pas, même s'il y avait une procédure en cours. Et elle s'est sentie jugée sur sa valeur personnelle, alors que c'était pas ça, c'est juste qu'elle n'était pas à sa place au poste où on n'avait pas d'autre poste à lui proposer. Et du coup, elle s'est mise à pleurer. Moi, j'ai eu une larme. Et il y avait avec moi mon office manager qui, après l'entretien, elle m'a dit tu peux pas montrer une émotion comme ça. Sauf que moi, Pierre, j'étais triste qu'elle se... Ouais. Je me suis dit, elle perçoit une injustice. On doit en être en partie responsable parce qu'elle ne devrait pas le réaliser à ce point-là, à ce moment-là. J'ai une larme, je ne l'ai pas gardée pour moi. Et en fait, alors c'est dur de répondre à la question, est-ce qu'il faut me laisser des larmes couler ? Et je dis d'autant plus qu'en plus, les hommes, ils sont censés encore moins montrer les émotions, mais je trouve ça absurde. En fait, j'ai pas de regret parce que ça a montré que j'étais pas juste un DRH, mais que j'étais aussi Pierre, un collègue, et que ça m'empêche pas de prendre des décisions qui servent l'entreprise et l'épanouissement des équipes. Au contraire, je pense que justement, quand on met les émotions, on arrive à prendre de meilleures décisions et surtout à assumer les décisions difficiles, de dire c'est pas... Même moi, ça m'embête, mais pour autant, c'est la direction qu'on prend, elle est assumée. Je soutiens les arguments de ton manager qui font qu'on en arrive à cette procédure. Et je trouve que ça permet de mieux assumer et du coup, de répondre à ta question, d'être plus humain, même dans les moments où, effectivement, c'est difficile à assumer. Et toi, tu n'as pas été RH tout de suite. C'était quoi ta perception des RH avant de le devenir ? Distant totalement. Je pense que je me suis construit en tant que DRH justement parce que j'étais hyper frustré de mon expérience salariée. J'ai bossé 6 mois dans un grand groupe industriel, puis 5 ans dans une petite boîte qui faisait partie d'un grand groupe, sans critiquer forcément les grands groupes. Mais en fait, les RH, on ne les voyait jamais. Et quand, pour servir des enjeux de flexibilité ou autre, j'avais des exceptions. Tu vois, j'avais le droit de télétravailler. Il y a un peu plus de 10 ans, j'étais le seul dans la boîte à télétravailler. Là, j'avais le droit de voir les RH. Mais pourquoi ? Pour qu'ils me disent, tu n'as pas le droit de dire à tes collègues que tu es en télétravail. Tu dis que tu es en rendez-vous ou machin, parce que sinon, on a peur qu'il y en ait d'autres qui demandent le télétravail. On ne saura pas gérer. Donc, j'avais une vision assez dégueulasse des RH. Mais vu que je faisais des conférences, je voyais qu'un autre monde était possible et que, notamment, les startups essayaient de... Vu qu'elles créent tout à partir de zéro, essayer de se dire on est tombé dans des absurdités, on va essayer de faire autrement sur certains sujets
Là, je me suis dit, OK, il y a un champ des possibles incroyable. J'étais un peu trop enthousiaste, mais je me suis dit, bah, là, il y a manière de réinventer les choses et de ne pas reproduire ces situations infantilisantes. Ouais. Et si on reparle de la solitude en RH, toi, tu t'es senti seul parfois en tant qu'RH? Alors, dans les périodes de croissance où il n'y a pas de conflit, ça va. Dans les périodes un peu plus difficiles, dans l'histoire de Yono, on a eu des hauts et des bas. Tu te sens seul parce que pour toi, c'est pas aussi dur, mais c'est quand même très dur quand tu dois gérer des départs ou que tu sais qu'il va y avoir des départs et que les personnes, tu sais pas trop quelle sera leur prochaine aventure. Et donc, même si tu sais que tu vas les aider à retrouver peut-être un autre job, enfin, tu vas faire tout ce que tu peux, parce que c'est notre vision des RH chez Youno, on considère que ça s'arrête pas à la fin de ton contrat de travail. En fait, quand tu as des moments où tu annonces que il doit y avoir une réduction d'équipe dans telle équipe et qu'il y a telle personne, on va supprimer son poste, en fait, quand tu reviens, parce que c'était en présentiel, quand tu reviens dans l'open space, les gens, ils osent non seulement, comme le café, c'est pas avec toi qu'ils ont envie de discuter à ce moment-là, mais même ils osent pas trop croiser ton regard. Ouais. Or toi aussi, tu as plein d'émotions parce que tu te sens responsable d'une situation, enfin, c'est hyper difficile. Les managers, soit ils sont dans la même situation, soit ils sont avec les équipes, et du coup, là, moi, mes plus grands moments de solitude, c'était ça. Après, il y a quand même des salariés en off qui viennent te dire, bon, on sait que c'est difficile pour toi aussi, mais là, c'est pas le moment, on a besoin d'être entre nous. Et heureusement que j'ai eu des trucs comme ça que je suis pas allé chercher, que des salariés m'ont dit proactivement, parce que alors, c'était pas la fin du monde non plus, tu vois, il y avait pas un problème fondamentalement grave pour la santé de quelqu'un, mais ouais, émotionnellement, c'est costaud. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale chez les RH, surtout après les années de crise. C'est un sujet qu'on traitera probablement dans ce podcast. Et du coup, j'ai une question pour toi. Quand on se sent seul, c'est quoi les relais qu'on va chercher? Tu vas chercher des relais où? Alors, moi, j'ai cherché d'abord des relais... d'abord, non, les deux en même temps. Déjà, il y a mon CEO qui est Yannick, où en fait, vu que la boîte s'est créée, moi je suis arrivé au tout début, on a pu avoir un binôme RH-CEO assez fort. Donc, j'avais un soutien, surtout que lui se retrouvait à peu près dans les mêmes situations que moi, parce que quand il y a des départs, c'était pas forcément moi qui les annonçais, mais lui et pareil, donc déjà on se retrouvait un peu isolés tous les deux. Mais pour avoir son soutien sur c'est la bonne chose à faire, rappelle-toi pourquoi est-ce qu'on fait ça. Bien sûr, donc ça, c'est le premier en interne, mais j'ai eu de la chance parce que ça n'existe pas dans toutes les boîtes. Et après, je suis surtout allé en externe, parce que c'est comme ça que j'ai appris vraiment au moins 75% de mon métier de toute manière. C'est en échangeant avec mes pairs qui sont d'autres RH, plutôt dans des environnements similaires aux miens au début, parce que j'avais besoin de RH qui vivaient les mêmes enjeux que moi, mais très rapidement, peu importe de quel environnement ils viennent, puisque globalement, à la fin, on revit quand même à peu près les mêmes situations, que ce soit pour gérer des recrutements, des départs, de la fidélisation, peu importe les problématiques. Et il y a une communauté RH bienveillante qui est incroyable, sur laquelle on peut compter, même entre des boîtes qui parfois sont concurrentes, où en fait, nous, notre finalité, c'est de faire en sorte que les équipes soient épanouies et que l'entreprise performe. C'est pas incompatible avec le fait d'échanger avec des concurrents c'est quoi ta bonne pratique pour gérer telle ou telle situation. Et j'ai eu un soutien, le temps que j'y ai passé, si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Et t'as monté des clubs RH, c'est ça? Ouais, alors je l'ai organisé, parce qu'à un moment j'ai vu la valeur que ça a créé, donc je me suis dit, faisons ça s'appelait le club RH, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur le branding, juste pour se dire, on se fait un déj tous les mois, en plus d'avoir des conversations sur Slack, en asynchrone ou autre, et on prend un sujet, et on se fait juste des partages de pratiques. Il n'y a pas un sachant qui va faire une longue présentation. Juste, on prend l'onboarding. Comment vous faites? C'est quoi vos problématiques et autres? Et on échange et on s'apprend les uns les autres. Et surtout, on se partage. Genre les templates ou autre. Au début, il y avait un peu une culture du secret. Non, si le template, si la trame de tel entretien marche très bien, donne-la moi je l'adapte. Et ça va que créer de la valeur. Il n'y a pas besoin de la réinventer soi-même. Et puis, c'était pas le seul. Il y a eu d'autres clubs RH qui ont pris une telle ampleur que je me suis dit, en vrai, il y en a qui sont encore mieux, où il y a encore plus de partage et où on se sent en confiance. Parce qu'entre RH, faut qu'on parle de sujets qui peuvent poser problème par rapport au droit du travail, parce que parfois, on réalise que la boîte, elle a fait des bêtises, ou de situations individuelles assez compliquées, ou de problèmes avec les fondateurs ou autres. Et du coup, maintenant, j'en ai rejoint quelques-uns. Il y en a 4 ou 5 pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont RH, qui sont réservés qu'aux RH. Et c'est un cadre plutôt sécurisé pour pouvoir parler de ces problèmes. Évidemment, on anonymise les choses. On les mettra en description, tu pourras me les partager, comme ça je les mettrai en description de l'épisode. Ça t'a apporté énormément, j'imagine. C'est aussi pour ça que tu as voulu
coécrire le livre, enfin écrire ce livre où tu as toi aussi voulu repartager ce que tu as pu expérimenter Et ou ce que tu as vu dans ouais. les différentes boîtes? En fait, je suis reconnaissante de tous les RH qui m'avaient accordé du temps. Parce que vraiment, ils m'ont accordé beaucoup de temps avant que moi je puisse leur apporter quoi que ce soit. Il fallait que j'apprenne mon métier. Et non seulement j'ai vu que ça intéressait plein d'autres RH qui disaient ah, mais attends, t'as partagé tel truc, tu pourrais pas nous le partager. Enfin, il y avait vraiment ce besoin-là pour faire progresser la cause des RH que je trouvais juste vers un peu plus de transparence, un peu plus de flexibilité. Enfin, vraiment des sujets où je me suis dit bah, c'est ça le chemin que doivent prendre les RH. Et en plus, quand je prenais la parole sur LinkedIn, bah, j'ai vu que nous, chez Youno, on bosse pour des RH, j'échange aussi beaucoup avec des RH de boîtes traditionnelles. Et en fait, ces RH-là et ces managers s'intéressaient encore plus à ce qui se passait dans les startups, non pas pour les copier-coller, mais pour dire, mais si nous, on veut aller vers un peu plus de transparence, on veut voir les exemples les plus extrêmes, parce que nous, ça nous semble tellement impossible que c'est de ça dont on pourra s'inspirer pour faire à notre sauce. Et à un moment, je me suis dit, bah, attends, s'il y a autant de gens qui s'y intéressent, allez, tentons l'aventure d'un livre, c'était pas du tout prévu. Et ça a mis du temps, parce qu'il a fallu qu'on interviewe beaucoup, pour pas faire de la théorie, mais donner la parole à celles et ceux qui nous inspiraient le plus. Et c'est un peu ça l'aboutissement qui est le bouquin, et qui effectivement parle beaucoup plus. Il y a beaucoup plus les lecteurs du bouquin, c'est des gens dans les boîtes traditionnelles qui veulent faire évoluer un peu leur RH, et celles de la tech qui trouvent déjà ça dans les Slack sur tous les modèles les plus extrêmes. Donc quand les startups, scale-up et licorne réinventent les RH. Réinvente les RH aux éditions d'Uno. Et le sujet intéresse, parce qu'on a eu rupture de stock au bout de 9 jours après sa sortie. Alors moi, je m'étais préparé à plein de choses, mais certainement pas à ça. Mais là, avant de dire que le bouquin est bien, parce que là, les gens ne le savaient pas encore, ça montre que ces sujets-là intéressent vraiment et que le travail est en train de changer. Donc, c'est le moment pour les RH de s'attaquer à ces sujets du rapport au travail, au temps, au lieu, etc. Ouais. C'est marrant parce que c'est aussi une ambition qu'on a dans le podcast de parler à ces RH qui parfois se disent ouais, moi je peux pas le faire, c'est pas pour moi. Ou c'est trop effectivement il y a des exemples dans les startups qui sont peut-être pas réplicables dans toutes les boîtes ou pas de cette manière-là, mais on a envie tu vois, de par des retours d'expérience de RH de donner cette impulsion à certaines équipes qui se disent ouais, ça marchera pas dans ma boîte. Mais surtout qu'il y a plein d'idées reçues. Je vais donner un exemple, tu vois, la semaine de 4 jours, qui est un exemple tellement extrême que beaucoup se disent ah bah non, on pourra jamais le faire. Bah moi je dis peut-être pas, pour 2 raisons. Déjà parce que tous les secteurs s'y mettent. La semaine de 4 jours, tu as la police, tu as des CHU, tu as des municipalités, il y a la ville de Lyon, il y a premiers résultats concluants, tu as des petites municipalités. En fait, la plupart des secteurs, tu as des boîtes qui testent avec pour l'instant des résultats plutôt concluants. On est encore en phase d'expérimentation. Et puis ensuite, même si tu vas pas à la semaine de 4 jours, le fait de s'y intéresser, tu découvres juste comment des boîtes arrivent à faire travailler moins mais mieux leurs équipes. Et au pire, bah, juste tu donnes un peu plus de congés, tu fais la semaine de 4 jours, une semaine sur 2, tu donnes tous les vendredis. Enfin, c'est juste un pas vers le travailler moins mais mieux. Et c'est ça que les gens devraient retenir de la semaine de 4 jours. Pas, soit si je peux pas y aller, je m'intéresse pas au sujet. Ouais, tout à fait. Si on revient un petit peu à notre sujet de solitude et des relais, tu as parlé de ton CEO, tu as eu d'autres relais en interne ? Alors, ça dépend aussi des périodes et des profils, mais l'un des relais principaux que j'ai eu avant moi-même d'aller les chercher, bah, c'est celui des managers. On n'a pas énormément de managers chez Youno, mais on a une vision qui est que le manager doit avoir une casquette RH assez importante. Et en fait, à chaque fois qu'on prend des décisions, qu'elles soient positives ou négatives pour l'équipe, est-ce qu'on va recruter des gens, est-ce qu'on va devoir supprimer des postes, je l'ai fait avec les managers. Donc eux comprennent à la fois les raisons de la décision à laquelle ils ont participé, mais surtout, ils passent par les mêmes étapes émotionnelles que toi, puisque ce sont les managers de ces équipes, c'est eux qui sont allés les chercher, parfois dans leur ancienne équipe, dans leur ancienne entreprise. Et donc, déjà, d'un point de vue émotionnel, les managers, ils viennent quand tu as su les impliquer. Et parfois, ils considèrent, et donc ça, pour moi, c'était pas des bons managers, en tout cas pas dans notre modèle culturel, que, non, ça c'est le taf des RH. S'il y a un départ à gérer, moi j'avais tout bien fait, maintenant place au RH. Bon, ça, c'est pas juste parce que j'ai besoin de relais en interne ou de soutien, mais je pense que c'est une vision un peu trop archaïque ou qui colle pas à notre culture en tout cas. C'est sûr que le duo RH manager, c'est une grosse tendance, on en parle quand même beaucoup plus, parce que ça doit être un vrai relais DRH. J'avais fait un épisode avec Walfa Chouki, qui était DRH, VP RH chez SPI, qui disait en fait, les RH, c'est quasiment des premiers managers. Les managers, pardon, oui, c'est quasiment des premiers RH. Ça doit être des relais des équipes RH dans leurs équipes.
Ouais, en fait, ou même plus que des relais, parfois, on co-construit tout ce qu'on fait en RH, d'aller chercher des talents, de les attirer, de les recruter, de les fidéliser. Il n'y a pas beaucoup de choses où les RH peuvent agir seuls. Et il n'y a quasiment rien que les managers ne devraient faire seuls, même si parfois, ils le font parce qu'ils n'ont pas assez d'aide des RH. Et tu as deux manières dont les boîtes l'ont fait. Soit elles ont fait notamment des HR business partners, Ouais. mais ça, c'est quand les RH classiques n'ont pas réussi à faire de la vraie co-construction avec les managers. À des grandes échelles, je pense que c'est compliqué, donc je comprends. Mais quand tu es dans des boîtes de moins de 500 salariés, potentiellement, il ne faudrait pas de HRBP. Il faudrait juste que les RH bossent beaucoup mieux avec les managers. Je pense que ça créerait plus de valeur. Je ne dis pas que c'est simple à faire, mais ça créerait plus de valeur. Tu dirais que vous avez réussi à faire ça chez Youno ? T'as des conseils pratiques justement sur créer ce binôme avec les managers ? Ah ouais. Alors, il y a le classique qui est de valoriser ce que tu leur apportes aux managers qu'eux ne pourraient pas faire dans leur quotidien où ils n'ont pas le temps. Mais bon, ça, tout le monde le dit. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire pour autant. Et au-delà de ce classique, moi, je pense que tu as les projets où les managers, il ne faut pas leur laisser le choix d'être consultés en amont pour qu'ils donnent leur avis et qu'ils se mouillent. Prenons un exemple au hasard, le télétravail ou le retour au bureau, parmi les sujets du moment. Ouais. En fait, c'est quoi votre vision à vous du travail, de comment vous gérez ça ? Ensuite, de les faire participer à la manière dont on va déployer et communiquer, et de communiquer avec eux. Pas de dire, c'est le DRH qui annonce un truc, et les managers, c'est juste des relais de communication. Non, en fait, tout le monde prend la parole, se mouille. Tu peux assumer quand tu es manager de dire, là, j'étais pas totalement en phase avec telle et telle décision, je comprends pourquoi les scènes pour la boîte, et on va faire en sorte que ça marche. Bon, ça c'est rare, là, ce que je viens de décrire, mais ça, tu vois, on l'a réussi à plusieurs étapes, pour le télétravail, pour la transparence ou autre, et il n'y a que ça qui fait que les exemples un peu extrêmes comme la transparence ou autre, ils marchent dans la durée, parce qu'en fait, qui c'est qui le fait vivre au quotidien ? En fait, on en revient toujours au même sujet, qu'on parle de santé, de télétravail, d'autres, c'est les managers, c'est eux qui gèrent le quotidien du travail. Donc, le conseil, c'est de bien les impliquer en amont, et même sur les sujets facultatifs, de leur laisser la possibilité de donner leur avis. Je sais pas, on change de mutuelle, les managers, c'est pas leur premier sujet, mais tu peux dire, attendez, là il y a ça qui va changer, est-ce que vous pensez que ça aura un impact pour attirer ou fidéliser vos talents et puis s'ils n'ont pas le temps, mais ça doit être l'exception. La majorité des projets, non, il faut les consulter, il faut qu'ils répondent, il faut qu'ils donnent leur avis, qu'ils assument et qu'ils participent au déploiement. Et il faut trouver du temps pour qu'ils fassent ça, parce qu'en fait, ça fait partie de leur métier. Ouais. Tu as des managers justement qui disent Pierre, j'ai pas le temps. Oui, tout le temps, parce qu'ils sont responsables de beaucoup de choses. Et donc, il faut prendre du temps. Alors ça, c'est pas facile. Nous, ce qu'on a fait, on s'est servi du modèle qui a été réinventé un peu par Google, des OKR. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les OKR, c'est une version assez structurée d'objectifs où, au niveau de la boîte, tu as 3-4 objectifs maximum qui sont très clairs et mesurables. Et tu cascades ces objectifs au niveau de chaque équipe et de chaque individu. En fait, quand tu fais ça, si l'un des 4 objectifs, c'est de fidéliser l'équipe, avoir seulement X% de turnover ou autre, en fait, quand un manager te dit qu'il n'a pas le temps, tu lui demandes, OK, à quoi tu consacres ton temps ? Parce qu'en fait, ça, c'est une des 4 top prios de la boîte. Donc, il y a un autre truc qui te prend du temps, mais c'est moins prioritaire. Du coup, tu dois me donner cette priorité. Alors là, c'est un peu théorique quand je le dis, mais au moins, ça provoque cet échange et ça permet de faire évoluer les priorités. Et en fait, de dire, OK, ça, c'est important, mais il y a plus important. Et si on n'arrive pas à trancher, il faut qu'on en parle en Comex, en Codir ou peu importe, pour se dire, si, c'est un nouveau prio. Et c'est comme ça que moi, je vais chercher l'aide après de mon CEO, de lui dire, non, on l'a mis dans les 4 OKR. J'ai besoin de plus de temps des managers. Donc, le truc qui leur prend du temps, soit on leur dit, on le fait pas, soit on l'externalise, et ça provoque des discussions saines pour qu'ils passent du temps à gérer aussi les RH, parce que sinon, ils vont dire j'ai pas le temps et en fait t'as pas beaucoup d'autres leviers en tant que RH. Bien sûr, parce qu'on parle vite de business first où c'est potentiellement on va chercher du revenu, j'ai pas le temps de m'attacher à ces sujets-là, mais si ça fait partie des OKR et des gros objectifs de la boîte, c'est que ça doit être fait et que ça l'est pour une bonne raison. Une boîte qui a que des objectifs business, là le RH en fait il a pas de levier, donc là faut pas se poser la question, c'est la culture de la boîte et ça veut pas dire qu'il faut pas se battre, mais globalement, à moins d'arriver à toucher les CEO ou les dirigeants, il n'y aura pas de marge de manœuvre parce que la boîte, elle n'est pas constituée pour donner la priorité à l'humain, au capital humain, qui est, même dans les boîtes tech, la première richesse d'une entreprise, ne l'oublions pas. Ouais. Et du coup, peut-être pour finir,
ces managers, effectivement, il y a des rituels particuliers à mettre en place avec eux et potentiellement aussi leur donner accès aux bons outils. Ouais, alors les rituels assez importants pour qu'ils aient des temps où ils se disent ok, là en ce moment c'est chargé, mais je sais que à tel moment, soit on a des échanges avec tous les managers et les RH, soit, alors j'ai pas le terme français, en anglais on dit les office hours, où tu sais que tu as des plages RH réservées aux managers, et souvent il reste de la place, et même si c'est au dernier moment, tu peux prendre un créneau d'une demi-heure pour partager une problématique. Ça c'est, au-delà d'être proactif, c'est une manière de leur laisser la possibilité de venir, même en urgence, et d'être dispo, parce que sinon si tu es un RH débordé, tu peux pas leur reprocher de pas Ouais, pas avoir bien le sûr, temps. Et après, de leur faciliter la vie, évidemment, avec des outils, et notamment des outils digitaux. Moi, j'ai découvert les outils digitaux quand je suis arrivé chez Yono. Avant, mon expérience salariée, c'était horrible. Et le temps qu'on gagne est incroyable. Et surtout, quand tu gagnes du temps, il va se passer la même chose avec l'impact de l'IA ces prochains mois. C'est du temps que tu peux passer à discuter avec des salariés. C'est pas juste pour faire des trucs qui ont plus de valeur ajoutée en termes stratégie. C'est passer du temps à discuter, à prendre des feedbacks de l'équipe ou autre. Et ça, c'est la condition pour mieux faire son métier. Parfait, Pierre. On arrive au terme de l'épisode. J'ai peut-être une dernière question pour toi. C'est quoi le conseil que tu donnerais aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Un conseil clé qui t'a servi dans ta carrière? Alors, il y a celui de se faire aider de ses pairs. Globalement, les pairs passent du temps à faire ça. Donc, aller rencontrer des RH, trouver des clubs RH qui vous ressemblent. Et j'irai même un peu plus loin. En plus de ça, faites-vous accompagner. Moi, j'ai eu 3 coachs différents, parce que c'est dur le métier de RH, il y a plein de choses à apprendre. Et c'est un peu tabou encore en tant que RH de se faire accompagner, alors qu'en fait, il y a plein de RH qui se font accompagner, et on progresse tellement plus vite quand on sollicite une vraie aide, alors que ça soit un coach, un mentor, peu importe. Mais ouais, exigez de votre CEO, si l'humain est vraiment si important dans l'entreprise, qu'il y ait un budget pour que vous soyez accompagné dans votre évolution et que vous serviez vraiment les intérêts de la boîte. Parfait, merci beaucoup Pierre. Le dernier petit rituel de notre podcast, Ouais. c'est la transmission de témoins. Est-ce que tu as quelqu'un à nous recommander que tu aimerais bien entendre dans ce podcast? Ah ouais, alors clairement, je l'ai entendu qu'une fois et pas très longtemps et c'était déjà incroyable. Il s'agit de Kevin Bouchareb qui travaille sur le Future of Work. Il est à la fois en prospective Future of Work et il est RH lui-même chez Ubisoft. Et sa vision de l'évolution du travail et des problèmes qui se posent aujourd'hui entre les générations, je veux l'écouter dans ton podcast. Super, merci beaucoup Pierre, je le contacterai de ta part. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci Pierre. Merci Paul, à bientôt. À bientôt.